Campbell, qui est donc le directeur général de ELM, c'est la filiale de Dacia qui s'occupe du réseau de chaleur et de froid de la métropole de Lyon. Bonjour, et merci de nous faire découvrir ce lieu. Bonjour Hugo. Alors, si je comprends bien, ici on se trouve là où vous puisez l'énergie, c'est la source de votre réseau, c'est bien ça? Tout à fait. Ici, en fait, on vient récupérer l'eau qu'on appelle les eaux d'exor, et les eaux qui sont pompées en permanence par les parkings de la Part-Dieu pour éviter que les parkings soient inondés. Et cette eau, jusqu'à présent, n'était pas valorisée, et on est venu récupérer cette eau. On a créé ce bassin de rétention qui nous permet de faire un système pour garantir l'approvisionnement de notre centrale. Donc là, on vient valoriser de l'énergie qui était jusqu'à présent non utilisée. Donc ça, c'est le parking souterrain. On est dans le parking souterrain de la gare de la Part-Dieu, tout simplement, qui pompe de l'eau pour ne pas être inondé, c'est bien ça? C'est ça. Que le parking de la Part-Dieu est tellement profond qu'il est proche de ce qu'on appelle la molasse, qui est la nappe phréatique profonde de Lyon. Et s'il ne pompait pas, les parkings seraient en permanence inondés. Vous aurez un ou deux étages de parking qui seraient inondés. Et donc pour éviter ça, ils sont obligés de pomper en permanence. Et ils pompent des quantités d'eau qui sont extrêmement importantes, qui font 1000 mètres cubes d'eau par heure. C'est l'équivalent globalement d'une piscine olympique toutes les heures. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc 1, 2, 3 et 4 sorties d'eau. On a une débit à peu près de 1000 mètres cubes par heure, c'est ça? Un petit peu moins, puisqu'en fait ici vous n'avez qu'une partie de l'installation. Le parking est divisé en deux parties. Vous avez à peu près la même chose de l'autre côté. Et donc la somme des deux fait 1000 mètres cubes heure. Ici on est aux alentours de 700 mètres cubes heure. C'est déjà impressionnant ce qu'on voit. Et là, à quelle température elle sort l'eau? Donc l'eau elle est pompée aux alentours de 16 degrés, 15-16 degrés. Et avec le transport jusqu'à notre centrale, l'eau arrive entre 16 et 17 degrés. Et c'est sur cette température-là qu'on vient faire fonctionner nos machines de production de froid. Ok, donc on va aller dans un local qui se situe juste derrière la paroi du réservoir, si j'ai bien compris, où se trouvent donc les pompes électriques qui vous envoient cette eau vers la centrale de Mouton-du-Vernay. Voilà, tout à fait. Donc on a des pompes, vous allez voir, qui viennent prélever cette eau dans le bassin pour alimenter notre centrale en continu. On va donc entrer dans le local de pompage qui se trouve juste à côté du bassin, le bassin qui est ici. Et vous allez nous expliquer donc à quoi il sert ce local de pompage. Oui, tout à fait. Donc on va rentrer dans le local. On entend le bruissement déjà de pompes, de moteurs électriques. C'est ça. Donc ici on retrouve les pompes qui permettent de transférer l'eau depuis le bassin que vous avez vu juste avant et envoyer l'eau jusqu'à la centrale de Mouton-du-Vernay qui se situe à peu près à un petit kilomètre d'ici. Donc c'est 3 pompes de 45 kW chacune. On en a toujours une ou deux en fonctionnement, la troisième étant toujours en secours. Et elles sont régulées par des systèmes de variation de vitesse pour envoyer exactement le débit d'eau dont on a besoin pour faire fonctionner notre centrale. On voit d'ailleurs les variateurs de vitesse qui se trouvent ici. Ils sont exactement ici, tout à fait. Et l'eau donc vient du bassin derrière. Voilà, si vous regardez le mur, le bassin est juste derrière. On vient pomper directement dans le bassin. Les pompes envoient l'eau dans la canalisation qui est juste au-dessus de vous. Et cette canalisation, elle va parcourir à peu près 800 mètres pour arriver jusqu'à la centrale de Mouton-du-Vernay. Eh bien, on va aller voir cette centrale tout de suite. Eh bien, allons-y. On est toujours sous la Part-Dieu et on voit ici la canalisation avec les eaux d'exor qui sont envoyées vers la centrale de Mouton-du-Vernay. Et quand je touche, je remarque que c'est très froid, il n'y a pas d'isolation. Non, puisqu'en fait ici on circule, on va dire, en aérien sur quelques mètres. Il y a extrêmement peu de déperdition de chaleur. Et après, ces tuyaux véhiculent sous terre. Et la température de la terre à cette profondeur-là est quasiment à la même température que l'eau qu'on transporte. Donc il n'y a pas de déperdition d'énergie. Donc on n'a pas besoin de calorifuger ces tuyaux. C'est quel matériau là? C'est de l'acier tout simplement? Là, c'est de l'acier inox. On a parcouru le petit kilomètre qui sépare le parking souterrain de la gare de la Part-Dieu à la centrale Mouton-du-Vernay. L'accès est juste ici. Et autour de nous, on voit plusieurs grands bâtiments. C'est le quartier d'affaires de Lyon, on va dire. Et ces bâtiments, ils sont raccordés au réseau, c'est ça? Ils sont refroidis Voilà, tous ces bâtiments sont raccordés la plupart du temps au réseau de chaud et du réseau de froid. Donc ils sont tous climatisés. La centrale de Mouton-du-Vernay et le réseau de la Part-Dieu refroidissent à peu près 1,5 million de mètres carrés. Donc c'est quand même une grosse installation de production.
Et vous retrouvez des bâtiments comme le bâtiment Sky 56, qui est un bâtiment tout neuf, qui a fait le choix de tout de suite basculer au réseau de chaud et de froid urbain. Et de l'autre côté, vous voyez le campus Orange, qui est un grand data center. Et ce campus, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui avait son propre moyen de production de chaud et de froid, a fait le choix de basculer au réseau de chaud et de froid urbain pour être plus vertueux. On va aller voir où est-ce qu'ils puisent leur énergie dans la centrale souterraine. Donc on va descendre d'environ 12 mètres sous terre et on va aller voir les installations. Moi, ce que je me demandais, c'est quel est l'intérêt de ce système donc centralisé par rapport à des pompes à chaleur individuelles. Si tous les immeubles avaient leur propre pompe à chaleur, voilà, est-ce que ce serait plus intéressant ou est-ce que c'est plus intéressant de se raccorder à un réseau de froid commun? Alors déjà, c'est l'efficacité. On a une installation qui est bien plus efficace que n'importe quelle installation individuelle. Pour les initiés, on parle de COP, c'est le coefficient de performance. Vous allez avoir un coefficient de performance qui est 2 à 3 fois plus important qu'une installation classique. Donc c'est-à-dire que vous allez consommer 2 à 3 fois moins d'électricité pour produire la même quantité de froid. Pour expliquer un coefficient de performance, par exemple un COP de 1, ça veut dire qu'il y a 1 kWh d'électricité qui est consommée pour 1 kWh d'énergie thermique restituée, c'est ça? Exactement. Et nous, vous allez voir, on a des machines qui ont un COP qui peut aller jusqu'à 10. Donc on va produire 10 kWh de froid pour un seul kWh d'électricité consommée. Ah oui, donc c'est particulièrement économique. L'entrée est ici, donc. C'est ça. Eh bien, allons-y. Ah oui, c'est quand même une petite cathédrale. Hein. Voilà, donc ici, on a une installation qui fait 1600 mètres carrés et qui est située à 12 mètres sous terre. Et donc les machines qu'on voit ici, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des groupes froids. Donc c'est des grosses, c'est le même principe que des grosses pompes à chaleur. Chaque machine fait 5 MW et donc l'ensemble des deux alimente donc l'ensemble du réseau de la Part-Dieu. Parce que là, la puissance totale de l'usine, elle est à combien en mégawatts thermiques là? Donc vous avez 2 fois 5 MW de groupe froid, donc 10 MW de froid. Et la particularité de cette centrale, on va le voir un tout petit peu après, c'est qu'elle dispose de systèmes de stockage d'énergie sous forme de glace. Donc quand les installations sont surcapacitaires, plutôt que de fonctionner avec des rendements justement moins importants, on va continuer à faire fonctionner les machines sur leur meilleur mode de fonctionnement et on va stocker l'énergie sous forme de glace pour la restituer au moment de la journée où il fait le plus chaud. Et là, avec les 4 bacs à glace qu'on a, on a 12 MW de plus d'énergie. Donc quand on fait fonctionner l'ensemble de ces installations en même temps, on est à 22 MW de puissance. Ok, c'est assez considérable. On est au fond de la centrale où arrivent les eaux d'exor. On voit ici la canalisation donc qui sort de son cheminement d'environ 1 km. C'est ça, donc l'eau qu'on a vue qui était pompée au niveau des parkings arrive ici dans la centrale. On voit les tuyaux qui cheminent au-dessus de nous. Cette eau, elle va passer par un échangeur qu'on va aller voir avant d'être réinjectée après utilisation dans la nappe, ce qui nous permet de garantir qu'à aucun moment on ne puisse polluer par exemple la nappe phréatique. L'échangeur, on peut aller le voir maintenant, il est juste à côté, c'est ça? Il est juste à côté, vous allez voir, si on suit la canalisation. Et ce sont des échangeurs à plaques? Ce sont des échangeurs à plaques de forte puissance. Donc vous les voyez, on en a 2, un par circuit. Et donc les eaux d'exor arrivent dans cet échangeur. Elles vont fournir l'énergie frigorifique qui est nécessaire pour le fonctionnement des groupes froids. Et les groupes froids vont renvoyer la chaleur après utilisation, qui va être échangée également avec un échangeur de chaleur pour être réinjectée dans les puits qui sont situés autour de la centrale. Donc l'eau qui arrive, qui est aux alentours de 16-17 degrés, va être réinjectée dans la nappe de surface à une température aux alentours de 20-21 degrés et qui est beaucoup plus basse que la température normale de la nappe phréatique en plein été. Et donc après les échangeurs de chaleur, il y a les groupes froids, on les a aperçus tout à l'heure. Tout à fait. Donc il y en a 2, vous avez dit la puissance thermique est de 5 MW. C'est ça. Mais en puissance électrique, quelle puissance il consomme? Globalement, au maximum, il consomme 730 kW de puissance. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils ont un coefficient de performance qui est très important. Donc ces machines, pour fonctionner,
elles ont besoin d'une source de refroidissement. C'est pour ça qu'on utilise ces fameuses eaux d'exor. Ça permet de refroidir la machine. Donc l'eau, elle arrive, elle refroidit la machine et elle est réinjectée un peu plus chaude en sortie. Donc il y a une partie qui utilise ces eaux d'exor. Et la deuxième partie du groupe qui est calorifugée, qui est en noir, c'est là où on va détendre notre fluide frigorigène pour fournir du froid. Donc on va fournir du froid à 5 degrés en fonctionnement normal. Et quand on veut stocker de l'énergie dans nos systèmes de stockage sous forme de glace, les groupes froids peuvent aller jusqu'à moins 5 degrés. Et on voit d'ailleurs au fond, cette paroi en tôle, c'est le système de stockage de glace. On peut on va aller voir tout de suite. Allons-y. Donc nous avons 4 systèmes de stockage de glace. Ces 4 systèmes, ça représente à peu près 12 MW de puissance, ce qui permet de doubler la puissance de production quand on en a besoin au pic le plus chaud de la journée. C'est un vrai système de stockage d'énergie au final, la glace. Complètement. Donc on vient stocker cette énergie au moment où on est surcapacitaire, ce qui permet de faire tourner nos machines avec un rendement optimum. Cette énergie, on va la stocker ici, on va aussi la produire typiquement en heure creuse, quand les tarifs de l'électricité sont les plus bas. Et on va la déstocker au moment où il fait le plus chaud dans la journée, entre midi et 14h, ou éventuellement on va la déstocker si on a le moindre problème technique. On peut continuer à produire du froid avec ce système de stockage. Donc ça nous permet de passer les pics de consommation et de sécuriser les installations. Ça permet aussi d'avoir des machines peut-être moins grandes en termes de taille. S'il fallait dimensionner les groupes pour couvrir uniquement le pic, vous auriez des machines beaucoup plus grandes, si j'ai bien compris. Exactement. C'est typiquement, si on imagine que la puissance de la centrale, c'est une puissance nécessaire de 20 MW, qui est la puissance maximum en pleine charge, en pleine journée. Si on n'avait pas ces systèmes, il aurait fallu 2 fois plus de groupes froids qui auraient travaillé peut-être à pleine puissance 2 heures de la journée, et le reste de la journée, particulièrement la nuit, ils n'auraient quasiment pas tourné. Donc l'efficacité de ces machines aurait été vraiment très faible et avec un investissement en termes de machines beaucoup plus élevé. Là, on a des machines qui ne font globalement que la moitié de la puissance maximum nécessaire, mais ces machines, elles tournent tout le temps, à plein régime, et quand on a... Je suis désolé. Donc là, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est le bruit des... Alors en fait, ça faisait énormément de bruit parce qu'en fait, on est en train de faire des tests de pleine puissance avec le constructeur, puisque le deuxième groupe froid vient juste d'être installé, et là, ils viennent de l'arrêter. Donc ça fait un peu de bruit, je suis désolé. On s'entend un petit peu mieux maintenant. Voilà. Et du coup, moi, ça m'intrigue vraiment ces systèmes de stockage d'énergie, parce que j'avais jamais vu un stockage d'énergie dans la glace. On connaît les batteries, on connaît les steps, on connaît même les systèmes de thermos géants pour stocker de la chaleur. Là, on a quelle épaisseur? Est-ce qu'on peut aller voir un petit peu Tout à fait. loin pour voir à peu près la dimension de chaque bac? Donc là, il y a combien de bacs au total? Donc vous avez 4 bacs. Okay, on voit effectivement, vous voyez la profondeur, hein, c'est des bacs, c'est des grosses piscines déjà de glace. Et si vous voulez voir, on a un petit échantillon de ce qu'il y a à l'intérieur de ces bacs. Donc ça, c'est le système qui permet de refroidir, c'est une sorte d'échangeur de chaleur au final, d'échangeur thermique? C'est exactement le même principe qu'un échangeur. Tout à l'heure, on a vu des échangeurs qui sont plutôt des échangeurs à plaques. Là, vous avez un échangeur qui est sous forme de petits capillaires. Donc là, vous avez un modèle réduit du système. À l'intérieur des bacs, vous avez des systèmes qui font 2,50 m de hauteur et qui remplissent la totalité du bac. Donc si vous vouliez aller vous baigner dans la piscine, c'est impossible, hein, c'est rempli de petits capillaires. Et en fait, on vient, quand on veut stocker de l'énergie, faire passer de l'eau qui est à moins 5 degrés, d'accord, ce qui permet de créer autour de ces petits capillaires de la glace. Et le bac à glace va se remplir petit à petit de glace sur la totalité de son volume. Et quand on a besoin de déstocker cette énergie, eh bien, au contraire, on va faire passer de l'eau plus chaude, entre 5 et 10 degrés, ce qui va faire fondre cette glace et on va récupérer l'énergie qui avait été stockée sous forme de glace. Donc l'eau rentre glacée à moins 5 ici, oui. Se réchauffe, enfin réchauffe la glace du coup. C'est ça. Elle ressort un petit peu plus chaude à quelle température En fait, quand on veut stocker, effectivement, on passe à moins 5 et on va revenir vers 0, puisque c'est la température de l'eau froide. Hein. Et quand on veut déstocker, on va plutôt envoyer de 5 à 10 degrés et on va ressortir vers 4-5 degrés. D'accord.
Et là, si on enlève la tôle, bon, déjà, on a quelle épaisseur d'isolant Vous avez à peu près une petite dizaine de centimètres d'épaisseur. Et après, à l'intérieur, vous avez On voit un liner comme une piscine. D'accord. Et derrière, c'est quoi? C'est comme un glaçon géant de 4-5 mètres de haut, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Vous avez un gros glaçon. On voit derrière une sorte de moteur électrique. Il m'intrigue par sa forme. À quoi il sert? En fait, ce système, c'est ce qu'on appelle le système de bullage. On peut aller le voir de Oui, peu tout plus à fait. près. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce stockage de glace est extrêmement performant puisque la glace, on va perdre à peine 1% de volume de glace par jour. Donc on peut garder cette énergie pendant des jours et des jours, des semaines, et effectivement, on va l'utiliser au moment où on en a besoin. Par contre, si à un moment donné, on veut faire fondre ce bac à glace de manière très rapide parce qu'on a besoin d'énormément de puissance, et bien ces systèmes vont injecter à l'intérieur du bac à glace des petites bulles d'air et l'échange thermique va permettre de faire fondre la glace beaucoup plus vite. Les petites bulles vont accélérer la fonte de la glace et on va par exemple pouvoir déstocker la totalité de ce volume en moins de 2 heures. Nous sommes devant les 4 pompes électriques qui livrent l'eau glacée au final aux clients, c'est bien ça? Tout à fait. Donc à la sortie de nos groupes froids qui produisent le froid qui alimente le réseau, bien, effectivement on retrouve ces 4 pompes qui font 200 kW chacune. Et ces pompes, elles vont pousser l'eau glacée dans le réseau qui alimente l'ensemble de la métropole de Lyon. Il y a quelle surface là qui est couverte en mètres carrés? À peu près 1,5 million de mètres carrés qui sont refroidis par le réseau de la métropole de Lyon. C'est principalement des bureaux Donc à 95-96%, c'est des bâtiments tertiaires, donc des bâtiments de bureaux. Après, on va retrouver des magasins. Un des plus gros clients, c'est le centre commercial de la Part-Dieu. Et après, on va retrouver des data centers et des hôpitaux pour la climatisation des blocs opératoires. Du coup, même en hiver, vous êtes amené à produire du froid? Tout à fait. Donc en fait, le réseau de Lyon, que ce soit le réseau de chaud ou le réseau de froid, fonctionne toute l'année. Donc le réseau de froid, forcément en été, est à pleine charge. Plus la température va monter, plus on va produire. Et effectivement, par contre, en hiver, on va réduire forcément les productions, mais on continue à produire pour fournir notamment les data centers qui fonctionnent toute l'année et surtout les blocs opératoires des hôpitaux. Ok. Et la distance totale du réseau de distribution, c'est quoi? Combien de kilomètres à peu près? Le réseau actuellement de la Part-Dieu fait à peu près 14 à 15 km de long. Vous avez la possibilité de vous étendre s'il y a plus d'immeubles qui vous voudraient se raccorder dans le futur, par exemple? Alors, c'était prévu. Alors, on a vu qu'ici, on était un petit peu en travaux, puisqu'en fait, cette installation, elle a été créée en 2 phases. La première phase fonctionne depuis 2019, et là, on est en train de démarrer la 2e phase du réseau pour être maintenant en pleine puissance. Et on a des capacités de développement dans une 2e centrale qui est de l'autre côté de la gare de la Part-Dieu. Il y a une question que beaucoup de gens vont se poser, c'est quel est le coût du froid que vous livrez? Est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher que si ces immeubles installaient leur propre système de climatisation individuel? Voilà. Alors globalement, au niveau tarif, on essaye d'être bien sûr les plus compétitifs possibles. On a une légère différenciation, mais globalement, on est à peu près au même niveau de prix qu'une installation classique. Alors je ne parle pas des installations individuelles qui sont très très peu performantes, là on est bien plus performant qu'eux. Là où on va se distinguer effectivement, c'est qu'on a des machines qui sont bien plus performantes. Vous avez pu voir tout à l'heure le COP de ces machines qui sont 3 à 4 fois plus importants que des installations classiques. Mais effectivement, toutes ces installations, elles coûtent relativement cher. Donc l'amortissement de ces installations font qu'en termes de tarifs aujourd'hui, on est légèrement inférieur, mais globalement au même niveau qu'une installation classique. C'est donc pas ça qui va déclencher le souhait de passer au froid urbain, c'est plutôt la problématique technique, parce qu'en passant au froid urbain, les clients se dédouanent complètement de toute la partie fluides frigorigènes, réglementation au niveau de ces fluides frigorigènes et toute la partie technique. Ils s'en exonèrent complet puisqu'ils vont juste avoir un échangeur de chaleur chez eux et nous on s'occupe de tout le reste. Et en plus, le froid comme ici on le produit à partir d'une énergie fatale puisque ce sont des eaux d'exor, quelque part vous avez un réseau qui est bas carbone avec une énergie de récupération. Donc au niveau environnemental, on est bien plus performant. Concrètement, comment les immeubles produisent de l'air froid à partir de l'eau que vous livrez à 7 degrés, c'est ça? Alors nous, on arrive dans le bâtiment à 5 degrés. 5 degrés.
Après, ils ont leur échangeur de chaleur, donc effectivement, il y a toujours un petit, ce qu'on appelle un pincement. Donc leur régime de température à l'intérieur du bâtiment, c'est plutôt effectivement 7 degrés, vous avez raison. Et cette eau, elle va aller alimenter soit ce qu'on appelle des CTA, c'est des centrales de traitement d'air, qui va permettre de refroidir l'air qui est injecté dans le bâtiment, soit ce qu'on appelle des petits ventilos-convecteurs qui sont installés dans chacun des bureaux et qui vont après souffler l'air froid dans les bureaux. Pour mieux comprendre, le concept, c'est des échangeurs de chaleur. Donc l'air est soufflé autour de plaques dans lesquelles l'eau froide circule. Exactement. Mais merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette centrale de climatisation urbaine de Mouton-Duvernet à Lyon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, laissez un pouce bleu bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bombardez les commentaires. À très bientôt sur Révolution énergétique.